Depuis le samedi 24 février 2024, il s'est rendu donc à GESCO pour mener son enquête et comprendre la situation qui se passe en ce moment. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. La question des déguerpissements ne finira pas aujourd'hui. Assalé Timoko est avec nous pour on va en savoir davantage sur son enquête et on essaiera de faire un comparatif entre ses propos, ce qu'il a vu et surtout ce qui a été dit hier avec le premier vice-gouverneur. Notre plateau est 7, on démarre maintenant. Ils sont là, ce soir s'arrêtent avec nous, Herman Aboua, Marius, Daouda, bonsoir. Et je le disais donc à l'entame de ce temps d'antenne, l'honorable Assalé Timoko nous rejoint. Bonsoir honorable. Bonsoir. Merci d'être avec nous. André nous rejoindra tout à l'heure. Mais honorable, vous êtes là parce qu'on aimerait comprendre. Vous avez donc diligenté votre propre enquête depuis samedi 24 et vous l'avez relayée abondamment sur les réseaux. Hier ici, le premier vice-gouverneur disait qu'il ne se reconnaissait pas dans ce que vous dites que le gouverneur aurait reconnu s'être trompé. Ils ont dit non, pour eux c'est une nation en bonne et due forme, bien diligentée, parce que simplement ceux qui étaient donc dans ces installations, ils étaient sur l'emprise. Donc on vous appelle ici pour vous soumettre aux questions donc, de nos chroniqueurs et puis pour en savoir davantage. Alors, l'emprise, ils avaient des ACD. Malgré cela, ils ont été détruits. Ils ont été, voilà, ça a été cassé. Déguerpis. Que dites-vous par rapport à cette première question et cette première opposition que nous vous donnons? Alors, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de dire encore un mot sur cette affaire. Je voudrais préciser que je ne suis pas venu là pour faire un droit de réponse au district d'Abidjan, parce que ce n'est pas mon rôle. Je suis là parce que ce qui se passe touche à ma fonction de député. Vous savez que les députés contrôlent l'action du gouvernement. Et ce contrôle-là, il se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes que l'État lui-même pose. Et puis il y a le contrôle de l'impact de ces actes-là sur la vie des populations. Et donc, il n'y a que depuis le 19 février, l'affaire défraie la chronique. C'est cela. Et beaucoup d'informations sont données par des gens qui, globalement, ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord? Et donc, hier, je n'étais pas là, mais j'ai écouté ce matin les propos tenus par le vice-gouverneur. Le premier vice-gouverneur, oui. Le premier vice-gouverneur du district. Il dit non, qu'ils ne se sont pas trompés. Bon. Alors que dans votre texte, vous l'affirmiez. Et moi, je dis qu'ils se sont trompés. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé au gouverneur lui-même dans son cabinet, à la mairie de Koumassi le mardi. Pourquoi ils se sont trompés? Hier encore, il a répété que ce qu'ils ont cassé, c'est une annexe de l'école. Il a répété encore ici hier. Et je dis c'est parce que le vice-gouverneur lui-même, avant que l'opération ne se fasse, n'avait jamais été sur le terrain, qu'il continue de répéter le mot annexe. Qu'est-ce qu'on appelle une annexe? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par annexe? Et puis hier, il a dit une chose qui m'a interpellé. Allez-y. Parce qu'au départ, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ont déguerpi cette zone-là parce que c'était une zone précaire et une zone à risque. Et qui était sur une emprise. Qui était sur une emprise. Maintenant, ils évoquent simplement l'emprise. Mais quand ils disent l'emprise, ça a des conséquences juridiques. Parce que les emprises de l'autoroute sont déterminées par décret présidentiel. Normalement, oui. Et ce décret-là, nulle part on ne cite le district comme compétent pour agir sur les emprises. Et qui serait compétent justement J'ai le décret devant moi ici. Qui serait compétent en la matière? Alors, le décret est là. C'est le décret de 22 janvier 2014 qui dit que voilà les ministères concernés par les emprises de l'autoroute. Article 3. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Le ministère des Infrastructures économiques à l'époque. Le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Et le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget. Voilà les ministères qui sont concernés lorsqu'on doit déguerpir les gens sur les emprises de l'autoroute. Pourquoi ces ministères concernés? Parce que l'article 2 dit quoi? Les terrains détenus en pleine propriété, donnés à bail ou concédés, feront l'objet de retour au domaine privé de l'État et les ayants droit seront indemnisés conformément
à la réglementation en vigueur. Le même article dit les bénéficiaires d'actes administratifs réguliers, donc ceux qui ont des ACD, les détenteurs de droits coutumiers, les locataires ou leurs ayants droit dûment mandatés et recensés percevront, conformément à la réglementation en vigueur, une indemnisation au moment de l'exécution du projet décidé sur les périmètres déclarés d'utilité publique. Voilà ce que dit le décret. Et les ministères qui mettent cela en œuvre, c'est eux que je viens de citer. C'est ça. Nulle part, on n'est pas d'ici. Très bien. Alors, on va permettre à André de nous rejoindre. André, voilà. Merci de nous rejoindre. Et ensuite, ouvrir le débat au plateau. Herman, vous avez la première question. Bon, il a été dit beaucoup de choses suite à votre entretien avec le ministre-gouverneur. Est-ce que le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, lors de votre entretien, a reconnu que le cas GESCO était une erreur, oui ou non? Oui, il a dit. Mais j'étais avec lui. Pourquoi il a dit? Je vais vous expliquer. C'est d'ailleurs le ministre qui m'a dit que, puisqu'on parlait des ACD, qui auraient été déclarés faux, et le gouverneur m'a dit qu'il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui dit que même lorsque l'arrêté d'approbation est annulé, cela n'emporte pas annulation des ACD. Mais je vais vous dire là où il y a eu l'erreur. Le gouverneur l'a reconnu. Alors on dit que c'est une annexe. Hier, il a dit encore que les enfants... Vous parlez de l'école Charles-Hélène. Voilà. Mais je voudrais vraiment appeler le vice-gouverneur à ne plus répéter ce mot-là encore. Erreur, là. Il n'y a pas d'annexe là-bas. C'est une erreur qu'ils ont commise. Pourquoi? Voilà, je vais vous démontrer pourquoi. Oui, moi, j'ai tout documenté en fait. D'accord. Parce que j'ai fait l'enquête. Là, les enfants sont relocalisés dans un bâtiment. Très bien. Qui, d'après le gouverneur, le vice-gouverneur, serait le bâtiment principal. Mais le bâtiment en question, c'est le bâtiment de l'enseignement technique. Le monsieur a commencé par l'enseignement technique. D'accord. Et voilà l'arrêté qui crée cette école-là. Il a été pris en 2011, le 29 décembre, par le ministre Albert Flandé, pour créer l'enseignement technique et professionnel. Ce bâtiment-là, c'est lui qui est encore debout. Très bien. Et cette école-là n'a pas été ouverte en 2023 parce qu'ils n'ont pas eu assez d'élèves pour l'enseignement technique. Donc le fondateur a transformé le bâtiment en salle de prof, en laboratoire pour les enfants. Donc c'est l'enseignement technique. Ensuite, en 2012, il a créé le premier cycle de l'enseignement général. C'est cela. Enseignement technique, ça n'a rien à voir avec l'enseignement général. Tout à fait. Et ce premier cycle-là a été ouvert le 3 juillet 2012 par décision de Mme Kandia Kamara. Voilà l'arrêté. Très bien. Ensuite, après ça, maintenant, il a créé l'école primaire Charles-Hélène. Et ça a été créé le 18 juin 2018. Voilà, Charles-Hélène. Ensuite, il a créé le second cycle, pardon, le second cycle du collège Charles-Hélène. Seconde, première et terminale. Et ça a été ouvert le 21 juin 2019. Arrêté de Mme Kanye Kamara. Très bien. Ensuite, le 23 juin, Mme Marie Toukouné a homologué le collège et maintenant leur a affecté les enfants de seconde à terminale. Donc, il s'agit bien d'un collège d'enseignement général qui part de la 6e à la terminale et qui enclenche une branche primaire qui part du CP1 au CM2. Ce n'est pas une annexe de l'enseignement technique. Ça, là, le gouverneur reconnaît, c'est une erreur. Oui, mais l'erreur, n'est-ce pas sur les notions? Parce que là, on joue sur les notions. Non, il n'y a pas de notion. Il y a deux enseignements. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Enseignement technique ne peut pas être l'annexe d'enseignement général. Non, non, non. Voilà. On joue sur les notions d'annexe, tout ça, mais je veux dire que la question fondamentale, c'est la propriété sur le terrain. Voilà, mais j'arrive. Parce que si vous êtes sur l'annexe, bon, non, je vais on va rentrer sur est-ce qu'ils auraient dû avoir l'homologation, on va commencer à contester même l'arrêté qui crée les écoles. C'est pas ça. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont cassé qu'une annexe qui fait 3 classes. Non, ça on a compris. Donc je précise qu'ils ne doivent plus jamais dire ça encore. Très bien. Non, ça on a compris. Ils ont commis une erreur. Mais le sujet de fond sur lequel on va revenir... 21 classes, ce n'est pas 3 classes. Revenons sur le sujet de fond quand même, qui est la qualité de l'école sur un terrain. Cela précisé, voilà le terrain sur lequel l'école est construite. C'est ça. Oui. Voilà l'attestation de régularité des situations fiscales que le fondateur paye sur le terrain depuis 2011. Attestation de régularité fiscale. Ça veut dire que le terrain, là, il est reconnu par l'État comme un terrain qui est en propriété privée. Et l'État l'a enregistré au cadastre, d'où la perception d'impôt là-dessus. Au-delà de ça, voilà... Puisque vous avez le document, renseignez-nous là-dessus. Est-ce que cet impôt est pour l'activité qui a lieu ou bien pour le terrain? C'est un impôt foncier. Foncier. Voilà, c'est ça. C'est bien parce que moi, je vais être très pédagogique. Foncier. Il s'agit d'un impôt foncier, qui découle de la propriété du terrain. Voilà, du terrain. Et le lot est dessus. Très bien. Voilà la demande d'ACD sur le lot qui est en cours de délivrance. C'est ça. Donc le terrain
n'est pas considéré comme un terrain irrégulier par l'État de Côte d'Ivoire. Très bien. Mais à supposer même que ce soit Un terrain irrégulier, par exemple. Oui. À supposer cela. Notre collègue veut vous poser une question, parce que depuis, elle se dit, elle vous entend, elle veut poser une question, allez-y. Oui, monsieur Atalier Timoko, heureuse de vous revoir déjà. Contente de vous avoir sur le plateau. J'ai une question très simple. J'aimerais vous entendre précisément sur... Vous avez fait une enquête précise, vous avez rencontré plusieurs ministères, le gouverneur, etc. Quelle est la nature même de ce que vous qualifiez être une erreur? Quelle est la nature de cette erreur? Est-ce que c'est un problème de coordination entre les différents ministères, le ministère de la Construction, puis il y a le guichet unique du foncier quelque part qui peut donner des ACD, etc. D'autres ministères qui travaillent sur des plans, vous êtes au courant du plan Orsec, je suppose, etc. Est-ce que c'est un problème de communication entre le district et les mairies et les personnes qu'il fallait évacuer? Est-ce que c'est un problème de rémunération des gens à qui on a demandé de partir? Quelle est vraiment la nature du problème que vous avez identifié en faisant votre enquête? L'erreur, elle est congénitale au manque de coordination entre le district et les ministères cités dans le décret par rapport aux emprises de l'autoroute. Le décret, il est très clair. Vous ne pouvez pas agir... Bon, regardez bien. Quand vous arrivez avant le premier pont par Yopougon, Très bien. sur votre droite, sur le talus, là, se trouvent les locaux de la SODECI. Ils sont sous l'emprise. Pourquoi ça n'a pas été rasé? Quand vous dépassez le premier pont à votre gauche, en hauteur, là, il y a des immeubles. Là. Ils sont sous l'emprise de l'autoroute. Pourquoi ils n'ont pas été rasés? C'est les emprises. Quand on dit on libère les emprises, là, on libère toute l'emprise des deux côtés de la voie. Alors, ce dont il s'agit ici, quand je parle d'erreur, c'est qu'on a considéré que ceux qui étaient installés dans cette zone-là étaient installés sans droit. Hier, vous avez posé la question au gouverneur de demander est-ce qu'il a informé les autres ministères avant de casser. Ils ont dit, dès l'instant où l'individu est sous une emprise et ils n'ont pas cherché à savoir comment il a arrivé là. Très bien, et ça c'est important. Enfin, vous n'êtes pas là, vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas là pour répondre au gouverneur, mais c'est une information capitale quand même pour nos concitoyens, de savoir qu'est-ce qui peut amener la mairie, ça peut être vous, ça peut être votre maire, parce que vous êtes maire, ça peut être la mairie ou le district, à opérer une action de ce type, se disant que, de toute façon, c'est une emprise, on fait ce qu'on veut. Est-ce que ça, c'est possible quand même dans un état de droit? Ce n'est pas possible. C'est justement cette question. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ici. Très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ici. Je voulais le préciser. Honorable, avant de ce préciser, qui se passe là... mais rappelez que, repartez sur le point de, même si vous avez les documents et que le lieu est constitué comme une emprise, là, vous étiez en train de dire quelque chose avant d'aller à la question. Ce que je viens de dire, j'ai dit que dès l'instant où on parle d'emprise, on vise le décret qui a érigé les emprises. Ce décret-là, il est clair. Ouais, je suis là parce que ce qui se passe là, il y a un problème d'insécurité juridique. Et ça nous inquiète, nous tous. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où l'héritage que j'aurais laissé à mes enfants pourrait être détruit parce que la force publique viendrait dire ici, là, c'est une emprise, donc on peut vous dégager sans droit. Mais en même temps, il y a des questions quand même à poser. Pour revenir sur l'emprise, il n'en demeure pas moins que c'est une question à laquelle vous allez répondre, mais il faut répondre à la première. Il n'en demeure pas moins que vous faites confiance à la régulation de notre société, parce que la justice peut trancher, etc. Donc, je veux dire que votre attitude me semble extrêmement... j'allais dire, il y a une noirceur à dire que, une fois qu'ils ont cassé, on peut rien faire. Oui, mais la justice dès l'instant où ils commencent par nier les droits des gens, ils ne reconnaissent même pas que la zone est une zone occupée de façon régulière. Très bien. Dès cet instant-là, on est en danger, nous tous. D'accord. Parce que vous avez demandé à quelqu'un qui a perdu son bien, dont les maisons ont été cassées, d'aller faire un recours contre l'autorité publique. Quel moyen il a financièrement pour gagner ce recours-là? Il faut un avocat. Il faut payer, ça peut prendre 3 ans, 4 ans. C'est pour ça que la loi a prévu les procédures qui encadrent le déclenchement de l'action publique. Parce que lorsqu'il y a l'abus, pour le réparer après, ça prend au moins 5 ans. Quand la personne a les moyens de poursuivre. Mais quand vous prenez M. Diabaté, que j'ai rencontré sur le site, lui, il est qui? Il est planteur. Planteur, c'est bien. Il est là depuis 1998. Il est en pleine propriété sur le site. Il a un ACD. Il a construit 11 appartements sur le site, plus lui-même sa résidence privée. Tout a été rasé. Il n'a plus même pas récupéré sa valise. Alors ce monsieur il est dans la nature. De quels moyens il dispose pour aller poursuivre l'État? Quand vous dites ça, une petite question. Oui. Est-ce que la communauté nationale a conscience justement
de cette vraie fracture qu'on vient de créer dans le cœur ou dans la vie de nos concitoyens? Ça, c'est une question qu'on doit se poser quand même. Mais c'est pour ça que je dis que c'est à ce niveau-là que j'interviens, moi. Pour que la nation comprenne que si le pays se donne le nom de République, là, c'est parce qu'il y a des règles qui encadrent le déclenchement de l'action publique. Et que si le district avait pris la précaution minimale, même d'informer le ministre de l'équipement, puisque hier, ils ont dit ici qu'ils ont notifié en 2018 à l'école qu'elle doit partir de là. Exactement. On va y arriver. Ça a été fait en 2021. C'est ça. Et puis ensuite en 2024. 23. Pardon, 2024, le 25 janvier. 25 janvier 2024. Oui. 18, 21 et 24. Alors moi, j'ai posé la question au gouverneur à la réunion qu'on a faite avec lui. C'est le district qui a notifié au fondateur qu'en 2018, on devait casser, ou bien c'est le district? Non, reprenez la question. C'est le district qui a notifié en 2018 et en 2021. Ils disent non, ce n'est pas eux, que c'est le ministère de l'équipement. Très bien. Ouais, là, il n'y a rien quelque chose qui ne marche pas. Bon, si le ministère de l'équipement a notifié aux fondateurs en 2018 et en 2021 qu'ils allaient casser, qu'ils n'ont pas cassé, mais c'est parce que justement, le ministère de l'équipement est astreint à l'application du décret. Selon ce décret-là. Selon ce décret-là. Très bien. Parce que le type, il est en pleine propriété, donc le ministre ne peut pas aller casser sans qu'il ait appliqué l'article 2 du décret. Concernant les dédommagements d'abord. On va permettre aux autres de j'ai fini. Et ils arrivent, ils disent non, ils ont notifié le 25 janvier 2024. Et voilà la notification. Cher ami, ce document-là, il ne peut être opposé à personne. Notification, mise en demeure. Et puis bon, on a mis en bas, administration, reçu-le. Mais c'est pour ça que nous avons posé la question ici hier de savoir est-ce que les mises en demeure étaient individuelles par rapport aux occupants du terrain. Justement, ici, ils ont mis ça, c'est une mise en administration Chahelen. Oh ouais. Ça, c'est Chahelen. Ils ont écrit au BIC, en bas ici. Administration Chahelen. Mais le monsieur dit, il ne le connaît pas. Très bien. Ça n'importe ni le cachet, ni la signature. Il n'y a rien qui prouve que ça a été notifié à l'école. Très bien. On va permettre aux autres. Alors, Marie, comment allez-y, question. Alors, monsieur le député, merci pour ce travail de fourmi que vous avez réalisé pour éclairer l'opinion publique. Il n'en demeure pas moins que sur la question de l'ACD, je vous ai senti survoler la question, pourtant c'est le fond du problème. Oui. Alors, comment se fait-il que... Parce qu'ils ne sont pas encore dans leur véritable propriété. Ils ne sont pas propriétaires des lieux. Vous dites que l'ACD est en cours. Non, parlons de l'école. Hein. Parlons de l'école. Non. Mais même si l'ACD est en cours... Mais payer même l'impôt foncier. Il paie l'impôt foncier. Ne veut pas dire que vous êtes propriétaire. Non, mais il y a des droits. Mais non. Ah non, monsieur, il y arrive. Exactement. Éclairez-nous. L'ACD est une réforme qui a été faite après 2013. Absolument. Mais avant 2013, il y avait l'ACP. Tout à fait. L'ACP était un document de propriété. Bien entendu. Tout ça a été fusionné en un seul document qui est l'ACD. Donc vous n'avez pas dit que tous ceux qui avaient l'ACP et qui n'ont pas eu l'ACD n'étaient pas en propriété, ils étaient déjà en propriété. Que l'ACD est postérieur à l'ACP. D'accord? C'est l'éclairage qui doit dès l'instant où le terrain est enregistré au cadastre et qu'il y a un titre foncier qui est créé dessus, vous êtes en propriété. Exactement. Et cette précision en valait la peine. Merci. Le terrain a été loti depuis 2002. Arrêté de ministre Assoadou. Si, on a montré ici les images hier. Donc, les gens sont en propriété. Monsieur le député, mais je l'ai fait exprès pour que vous éclairez et explicitez clairement votre idée. On a bien perçu. Nous tous, on fait exprès, on veut des réponses. Donc, attendez qu'on vous donne la parole. Merci. Allez-y. On va permettre aux autres de réagir. Soyons ordonnés, vous allez voir les choses vont se passer. Merci beaucoup. Moi, ici, ce n'est pas le député que je veux convoquer, c'est le maire que je veux convoquer. Le maire de Tiasalé. Le maire de Tiasalé. Je pense que vous avez de l'expérience à ce niveau-là. Hier, ici, le vice-gouverneur nous a fait savoir clairement que les 13 maires du district d'Abidjan étaient informés de cette opération et qu'au-delà de cette information, c'est en tandem qu'en fait, qu'ils choisissent les quartiers précaires à déguerpir. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que les 13 maires du district d'Abidjan élus ne seraient-ils pas en train de se cacher derrière le ministre-gouverneur qui, lui, est nommé pour faire la sale besogne? Attendez, permettons-lui participer à l'identification des zones précaires pour faire une liste et passer maintenant à la phase de destruction sont deux notions différentes. Mais justement, c'est à ce niveau-là qu'il dit clairement qu'avant de lancer cette opération, les services techniques des 13 mairies du district d'Abidjan, ils ont eu une réunion avant de passer à la... Non, je m'inscris en faux. Donc, sûrement, le vice-gouverneur, il n'a pas dit vrai. Je m'inscris en faux. Écoutez, nous sommes dans une administration.
de l'administration, ce qui fait foi, c'est les documents. Ce n'est pas des propos qu'on tient comme ça. Des documents dont, par exemple, voilà, dont, des PV de réunion. Un PV de réunion, une décharge d'une notification de ce qu'on va casser. Écoutez, la loi de 2003 sur les collectivités dit quoi? Tout État, l'État lui-même, là, ne peut pas aller dans une commune pour agir sans informer le maire. Et ce n'est pas une information orale. Je vous donne l'exemple du Tessalé. L'État a décidé de faire 3 km de bitume dans ma commune. Ça court actuellement. C'est ça. Mais avant que l'État n'arrive, on m'a envoyé une délégation du BENEX et de la Géroute. Ils sont venus m'informer, il y a eu une réunion technique avec mes services. C'est ça. Et c'est moi, en tant que maire, qui ai choisi les voies à bitumer parce que ce sont les voies internes à ma commune. La voie qui traverse la commune de Tessalé pour aller à Gagnoua, c'est une voie sur laquelle, en tant que maire, je n'ai aucune compétence. C'est ça. Vous comprenez? Donc l'autoroute, là, le maire de Yopougon n'a aucune compétence sur l'autoroute. L'autoroute, là, le district d'Abidjan n'a aucune compétence sur l'autoroute. Il y a des limites de chaque compétence. On est d'accord. L'autoroute, c'est le ministère de l'équipement et des routes. Tout ce qui est en prise de l'autoroute, c'est eux. Pour même faire foi à ce que vous dites, voilà. L'opération effectuée par le ministère de l'Équipement à Port-Boué, par exemple, l'autoroute qui permet donc de rallier Port-Boué et Bassam à travers notamment Anani, le carrefour Anani, il y a eu un déblaiement, un dédommagement, tout ça qui a été opéré par le ministère de l'Entretien et de l'Équipement routier. Parce que le ministère est soumis au décret. C'est ça. Et donc, avant que le ministère aille casser, ils vont aller vérifier d'abord au ministère de la Construction, parce que le décret cite le ministère de la Construction. Donc, vous ne pouvez rien casser sous l'emprise de l'autoroute sans que le ministère de la Construction n'ait donné son accord. Très bien. Permettons à Herman Aboua de poser voilà une question. Voilà ce que dit le test. Très bien. Allez-y, Herman. Salé, au-delà du cas de GESCO, qui visiblement, à l'évidence, il y a eu que l'initiateur se soit grippé dans son opération. Que pensez-vous, en réalité, de l'opération de déguerpissement? De l'ensemble de l'opération. De l'ensemble de l'opération, parce que quand même on va sur le terrain, on voit effectivement qu'il y a des choses à faire. Non, soyons très clairs là-dessus. Moi, je suis à 100% pour l'assainissement. Je suis à 100% pour que l'État de Côte d'Ivoire, qui est un État responsable, prenne des dispositions pour que les Ivoiriens ne vivent pas dans des zones où les pluies peuvent les tuer. Un État responsable ne laisse personne dans une zone où il est en danger. Alors, donc, je suis pour que ces personnes-là soient préservées et qu'on les retire de là pour les mettre dans des zones plus dignes. C'est ça. Mais le principe du déguerpissement est encadré par la loi. Absolument. C'est tout ce que je pose comme problème. Parce que si on ne respecte pas ça là, M. André, vous êtes en danger vous-même. Bien sûr. Vos enfants sont en danger. On est tous en danger. Donc il faut que le principe de l'égalité qui encadre l'action publique là soit mis en œuvre d'abord. On ne casse pas le bien de quelqu'un sans avoir pris le soin de vérifier s'il est en propriété ou pas. C'est la loi qui le demande. La chose est faite, honorable. Alors, selon vous, quelle est la voie de sortie? Et c'est vraiment la question que je pose à chaque fois lorsque nous avons un invité. Quelle est la voie de sortie en ce moment? Quand vous regardez la situation, vous parliez donc de ce monsieur qui a perdu donc son immeuble de 11 étages. Quelle est la voie de sortie pour ces populations qui sont dehors? Hier, il a plu. Qu'est-ce qui va se passer pour elles? Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Eux n'ont aucune voie de sortie. Rien ne leur est proposé. Voilà. Le district a dit qu'ils allaient en train de réfléchir, enfin, ils étaient en train de réfléchir sur des mais après coup, les gens sont dans la nature. Ce matin même, je me suis informé sur l'école où tu vas être ouverte là pour les enfants. Mais il y a plein d'enfants qui sont dans la nature. Parce que ce sont les parents qui choisissent les établissements où ils veulent avoir les enfants. C'est ça. Par rapport à fonction de leur proximité à l'école. Bien sûr, bien sûr. Mais la plupart de ces enfants-là sont dans le quartier où vivent les parents. Mais les parents n'ont plus de logement. Sauf qu'il faut préciser, c'est vrai que les parents n'ont plus de logement, que ce qu'on a cru entendre ici, vous allez nous dire, justement, vous en tant qu'élu, que les élèves sont en train d'être réaffectés dans des établissements environnants en fonction du rayon du rayonnage. Non, il y a des élèves de la 6e à la classe de première qui vont aller dans le bâtiment de l'enseignement technique. Très bien. Les terminales, pour le moment, il n'y a pas de point de chute. On a dit qu'on va les mettre dans une école qui est à côté. C'est ça. Mais ça ne s'organise pas en 2 jours. C'est ça. Voilà. Mais même à ce niveau-là, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas disponibles. Parce que les parents n'ont plus de maison. Et ils ont bougé avec les parents. Ils ont bougé avec les parents. Très bien. Sarah? Oui, j'ai une dernière question, enfin peut-être 2. Voilà. Vous le savez, chaque année, il y a plus de 200 victimes liées aux inondations et aux sinistres. Et d'ailleurs, il y a des constructions qui se font sur des réseaux d'assainissement, etc. C'est un peu compliqué. Et donc, il y a ce plan Orsec
qui a été discuté depuis bien longtemps, en 2009, en 2018. Voilà, c'est plus de 12 différents ministères qui se sont concertés, 16 recommandations qui ont été listées et pour justement qu'il y ait ces opérations. Ne pensez-vous pas, d'une part, que le cas de GESCO puisse mettre un frein, peut-être paralyser les autres opérations, ou du moins peut-être apprendre aussi de ces leçons et faire mieux par la suite, parce qu'il y a quand même ce risque dans quelques semaines, quelques mois, à cause de la saison des pluies qui pourra commencer, etc. Ça, c'est juste une première question. La deuxième, peut-être un peu plus de fond. Est-ce que vous ne pensez pas, j'aime m'attarder sur l'origine des problèmes, et ici, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter leur zone rurale, leur village, leur ville, pour venir s'installer précipitamment sur Abidjan, parce que c'est une zone économique, dynamique, on peut trouver du travail, ils vont s'installer précairement. On va arriver à la dernière question. Ne pensez-vous pas que le devoir est aussi de faire en sorte que dans d'autres villes, un dynamisme économique se crée, pour que les personnes puissent trouver un travail autre que dans la ville d'Abidjan, car aujourd'hui, la concentration est vraiment autour d'Abidjan. Madame, bien sûr, vous posez un problème de fond, c'est le problème de la décentralisation. Très bien. Si tout le pays a l'impression que c'est Abidjan qui a le pays. Si on ne règle pas ça, on ne réglera pas ces problèmes de sites qui vont s'accumuler chaque année. Il faut maintenant que tout ça interpelle l'État. Il faut que les textes de loi qui ont été pris sur la question de la décentralisation soient mis en œuvre. Qu'on crée des villes à l'intérieur du pays, des villes qui ont toutes les infrastructures, pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est Abidjan, surtout la vie. C'est ça. C'est aussi le travail des maires aussi. Non, ça c'est le travail de l'État. D'accord, mais vous avez la responsabilité. C'est d'abord l'État qui transfère des compétences. L'État nous a transféré en tant que maire des compétences pour lesquelles les ressources pour les gérer sont à Abidjan. Il faut qu'on le dise cela. Et vous pouvez faire des propositions, peut-être aussi en tant que maire. Mais ça fait 40 ans que les maires font des propositions au gouvernement. C'est une question de volonté politique. Vous allez au Burkina, vous allez au Mali, ils sont à 5% du budget de l'État pour les collectivités. En Côte d'Ivoire, on est à 2%. Est-ce que l'État ne le sait pas? L'État le sait. La première question, elle a dit, est-ce que GESCO ne doit pas remettre en cause le processus de déguerpissement des zones à risque? Du coup, la question qu'on vous pose par rapport à sa question aussi, pour relancer, comment vous avez lu les conclusions du Conseil des ministres? Est-ce que c'est une remise en cause de l'opération selon vous, ou vous vous dites que finalement, il y a un soutien quand même à un gouverneur qui quand même est une émanation du gouvernement? Comment vous avez lu ça? Non, moi ce que j'ai retenu, c'est que le chef de l'État dit et appelle le district à agir avec humanisme. C'est pas n'importe quoi quand on dit ça. Ça veut dire que quelque part, il a manqué un peu d'humanisme. Vous dites qu'il a manqué un peu d'humanisme, sauf que votre sortie a démontré qu'il a manqué beaucoup d'absence de droit. Moi, je ne parle pas de l'humanisme. Il a manqué beaucoup de droits. Très bien. C'est une notion un peu morale. Très bien. Moi, je parle de la loi. Il a manqué beaucoup de droits. Très bien. Aux autres de poser moi, je parle du droit. Non, Daouda d'abord qui avait demandé la parole. D'accord, et après, on va à Herman. Ok, monsieur Assali, moi, quand je vous vois, excusez-moi, oui, allez-y, monsieur. J'ai l'impression de voir le Zorro des temps modernes, qui se bat pour le pauvre, qui est là pour la veuve et l'orphelin et autres. Mais vous êtes maire de Tchachalé. Oui. Quel propos avez-vous tenu avec vos collègues d'Abidjan pour qu'eux aussi soient au front avec vous, pour ne pas que vous soyez seuls dans ce combat? Non, mais ce n'est pas en tant que maire que je suis ici. Mais vos collègues aussi sont députés maires aussi pour certains. Mais justement. Donc qu'est-ce que vous leur dites? Je vais vous répondre. Chacun est le fruit de son histoire. Chacun est le fruit de son éducation. D'accord? Moi, je connais, nous sommes le 29. Le 29, non? Dans 2 jours, bien dans 24 heures, je vais recevoir un message d'une banque. Très bien. Qui va me dire que les Ivoiriens se sont cotisés et qu'ils m'ont fait un virement de 3 millions en tant que député. Quand je m'ai retiré sur l'argent-là, quelle est la responsabilité qui est derrière en tant que député? Quand les Ivoiriens sont en train de gémir de douleur parce qu'on prétine leurs droits et consorts, et que le député que je suis, on dit ta mission là, c'est de vérifier que les droits des gens sont respectés par l'État. Et que je vois que les droits sont piétinés, et je me prends 3 millions sans m'exprimer, sans défendre ces Ivoiriens-là. Je suis à quel niveau de ma fonction? Je suis en trahison de ma fonction. Donc moi, je ne juge pas les collègues. Moi, je dis, j'ai lu les textes qui encadrent mon travail de député, et je suis dans ma fonction à faire ce que je fais ici maintenant. En gros, vous êtes le meilleur député du moment? Non, ce n'est pas la fait de meilleur député. Moi, j'applique. Peut-être qu'à leur décharge, moi, je suis indépendant. Moi, avant de venir ici, je n'ai pas appelé le président de mon parti pour lui demander son accord. Voilà la différence. Un député du RAD ne peut pas venir ici sans l'accord de quelqu'un. PDCI, c'est pareil. PPAC, c'est pareil. Moi, je n'ai pas cette obligation-là. Et donc, j'ai la liberté d'appliquer toute ma fonction. Je ne dis pas que je suis le meilleur, je dis j'applique les textes qui encadrent
ma fonction. Est-ce que quelque part, tout à l'heure, à vous entendre, vous nous avez donné le salaire du député, c'est ça? Oui, mais c'est officiel, ça. C'est pas... Non, parce que très souvent, enfin, ici, vous en faites pas. Enfin, ça fait un moment que je fais cette émission. On a reçu ici le secrétaire général de l'Assemblée nationale pour nous donner l'ensemble des émoluments des députés. Cela a fait l'objet quand même de réserves, etc. Bon, moi, vous qui êtes indépendant. Je vous le dis clairement. Très bien, c'est intéressant. C'est de l'argent public, en fait. On est d'accord, mais moi, je partage le même avis. Il n'y a pas de réserve dessus. Bien sûr. Un député en Côte d'Ivoire, selon qu'il a occupé un poste dans une commission comme vice-président ou bien président de commission, ou bien qui est au premier niveau comme moi, à Salé Timoko, à la fin du mois, les Ivoiriens nous font un virement. Je ne parle pas des Ivoiriens. On est d'accord. C'est eux qui payent. Les Ivoiriens nous font un virement de 3 52 000 francs. Très bien. Net d'impôts. D'accord? Oui, c'est les députés. Net d'impôts. Oui. Non, on paye les impôts, mais quand on a fini de prendre tout ça, il reste encore 3 millions. Il reste 3 millions. Ensuite, le député, il a un passeport diplomatique. Ce n'est pas rien. Il a une assurance. Il a des exonérations aussi. Il faut ah oui, non, j'arrive. Il a une assurance 100%. Maladie. Il a une exonération fiscale pour acheter une voiture. Voilà, globalement, les avantages qui sont pour les députés. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on doit cacher aux Ivoiriens. On est d'accord. Et donc, quand le peuple t'a offert tous ces avantages-là, en retour, lui gagne quoi? Que vous parlez au nom du peuple. Mais que vous parlez au nom du peuple? Mais c'est logique, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Très bien, revenons à notre affaire. Marius Koumoé, vous avez une analyse, une question à l'honorable? Non, pas sur la carrière des députés. Pas sur la cagnotte, on revient sur le sujet. Je voudrais dire ceci. Oui. Ce qui se joue là, mais il y a une mesure de fond, je ne dis pas son nom. Ça veut dire que les documents de propriété dont nous sommes possesseurs n'ont aucune valeur en réalité. Quand vous allez au niveau de la construction à Abidjan, à Plateau, ils ont mis une pancarte comme ça, au niveau du guichet unique du foncier. Avec mon ACD, mon terrain est sécurisé et ma famille est en sécurité. Selon vous, ça ne tient plus. Mais ce qui se passe là nous démontre que même l'ACD ne nous protège pas. Très bien. Et ça, c'est des questions de fond. Si quelqu'un qui a un ACD, on peut venir détruire sa maison sans aucun égard, mais à quoi sert l'ACD? Même si la maison est sur une emprise, selon ce que les... Mais on ne délivre pas d'ACD sur une emprise, justement. Bon, là, ils ont une ACD. Non. Écoutez bien. Non, parce que... Le décret, là, il est de 2014. Non, attendez, je vais vous expliquer. doucement. Le décret est de 2014. Sur le décret, non, je vais vous laisser... Non, je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de rétroactivité, en fait. C'est cela. Quelqu'un qui a son ACD avant 2014, et même si le décret est pris en 2014, le décret ne remet pas en cause son ACD. Très bien. Qu'il aurait obtenu en 2023 ou bien en 2024. Sauf que, soyons pratiques. Oui. Nous avons une administration de notre pays qui est une administration quand même sérieuse, qui nous explique que c'est une emprise. Et donc, sur cette emprise, elle considère que rien ne doit y être. Sauf que, il y a des concitoyens qui ont des documents. La question fondamentale que nous essayons de poser aujourd'hui, c'était, vous nous avez répondu plus ou moins en disant, est-ce que l'action publique peut se déclencher à partir du moment où c'est un espace public et que l'occupant n'avait pas droit d'y avoir un titre de propriété? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle a répondu hier notre interlocuteur. Et vous répondez quoi? Malheureusement, il n'a pas répondu à la question. Moi, j'ai écouté sa réponse. Les questions d'emprise, là, elles sont classifiées par un décret. On est d'accord. Lui, gouverneur du district d'Abidjan, vice-gouverneur, ne peut pas dire que quelqu'un n'a pas à être sur une emprise. Mais il a dit. Oui, il a dit, mais ça n'a pas de base légale. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il s'appuyait sur le fait qu'aujourd'hui, le district, en fait, est le bras, entre griffes, séculier de l'État? Le district parce que dans la définition du district qu'il disait, c'est ce qu'il a dit. Le district n'est pas le bras séculier de l'État. Justement, c'est une erreur. Le gouverneur du district, il est encadré par la même loi qui encadre les maires. Vous comprenez? Il n'y a pas de rapport de hiérarchie entre le gouverneur du district et un maire, le maire de Yopougon. Il n'y a aucun rapport de hiérarchie. Donc le district, là, il agit dans un cadre qui est déterminé par la loi. Le ministre de la Construction agit dans un cadre déterminé par la loi. Le ministre de l'Équipement agit dans un cadre déterminé par la loi. Quand on dit que quelqu'un est installé sur une emprise de l'autoroute, le texte qui est visé, c'est le décret sur les emprises. Pourquoi les gens comprennent ça, en fait? J'ai une dernière question. Vous ne pensez pas qu'il y ait... Attendez. Je vais finir dessus. Oui, ça veut dire que c'est vraiment important. Non, sur cette histoire de décret, il est bon que les choses, on vous laisse aller au bout de vos explications. Voilà, ce qu'il faut qu'ils comprennent. Vraiment.
Je parle, vous faites rentrer l'invité. Sur... Voilà. Oui, on est en direct. Bon, on fait comment? Donc j'explique. Hein. Ah. On se calme donc. Je dis que si le district vise l'emprise en disant que, écoutez bien, en disant que le propriétaire de l'école n'a pas le droit d'être là parce que c'est une emprise, eh bien qu'on applique le même texte là pour toute l'emprise de l'autoroute. Quand on sort d'Adjamé jusqu'à Jesco, toute l'emprise est occupée. Oui. Je dis, les locaux de la SODECI sont sous l'emprise. Donc tout doit être détruit. Hein, si tout doit être détruit. Ça veut dire que dans votre conception des choses, voilà. Soit on considère que c'est une emprise, voilà. On détruit tout le monde, soit voilà. On considère que ce n'est pas une emprise. Voilà. En ce moment-là, les droits des uns et des autres doivent être considérés. Voilà. On va recevoir un invité qui va nous rejoindre. Venez, monsieur. Voilà. C'est un spécialiste de l'immobilier avec qui on va discuter. Voilà. On va échanger, puisque évidemment, vous le savez, la problématique est aussi sérieuse. C'est immobilier. Ceux qui sont dans l'immobilier, parfois, sont aussi concernés par les questions de qualité, justement, de l'espace où on vit. On connaît le cas de Siad et d'autres quartiers qui ont subi justement pas mal d'intempéries dû au fait que, justement, les choses se sont mal passées avec les promoteurs immobiliers. Donc, on salue notre invité. Exactement. Alors, il s'agit de M. Rakoto Nireni. Bon, je m'arrêterai là. Bon, je vais essayer Manano Vosa, c'est cela? Merci beaucoup. Manouvoussoua. Précisément. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable commercial d'une société. Voilà, vous êtes dans l'immobilier. Et on aimerait avoir votre point de vue. Quand moi, je veux construire une maison, je devrais maintenant m'inquiéter avec mes documents de savoir si je suis une emprise ou pas. Est-ce que l'opération immobilière me donne toutes ces informations-là? D'accord. Tout d'abord, je tiens à vous saluer tous. Et je salue également tous nos chers téléspectateurs. Comme annoncé tout à l'heure, donc je suis à Rakoto Nireni Manouvoussoua. Très bien. Je représente ici Isis Immobilier, Ivoire Service Immobilier spécialisé. Nous avons notre siège au plateau, immeuble La Corniche, et notre cœur de métier, effectivement, c'est la gestion locative, les transactions immobilières, les conseils sur mesure et les estimations immobilières. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous regardez déjà la situation que nous observons en ce moment à Abidjan, quel est le regard d'une compagnie comme la vôtre en termes de conseils, les questions de construction dans des quartiers qui sont à risque, la question des propriétaires, les achats de maisons? Est-ce que vous pensez que globalement, notre système, parce que le député le dit, il y a beaucoup de risques et même l'État nous met dans une forme d'instabilité. Est-ce que vous pensez que, justement, on est suffisamment prudent, on considère les conseils des uns et des autres pour prendre les bonnes décisions? Oui, intéressant toutes ces discussions. Vous avez notre rôle, c'est de loger les gens. Ouais. Et s'il y a des gens qui sont délogés, ça va à l'encontre de notre mission. Donc ça nous fait mal, il faut le dire. Ça vous touche. Oui, mais la question qu'on vous posait, c'était de savoir, quand vous logez les gens, est-ce que vous prenez la peine de pouvoir informer les populations, enfin peut-être vous informer vous-même, attention, le terrain sur lequel que je veux vendre est un terrain qui est à risque, il est situé sur une emprise, pour que les populations sachent là où elles se logent pour ne pas être surprises dans quelques années? Très bonne question, je vous remercie. Vous savez, c'est la raison pour laquelle, de nos jours, il faut s'adresser à une agence immobilière agréée avant de vraiment s'engager dans les investissements immobiliers. L'investissement immobilier, c'est un investissement onéreux, c'est un investissement dans la vie et parfois même on fait un investissement dans l'immobilier une fois dans sa vie. Parce que vous êtes là, vous entendez ce professionnel parler, vous allez organiser un salon, le salon de l'immobilier ici donc, en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est intéressant, toutes les problématiques qui vont être posées, il y a une problématique qui est importante, monsieur le député et notre invité, c'est la question de la sécurisation. Aujourd'hui, vous êtes en train on parle de l'État, mais on sait que l'ensemble du parc immobilier en Côte d'Ivoire n'est pratiquement pas assuré contre tout risque, dont par exemple une destruction de quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Est-ce qu'à ce niveau-là, sur ce type de rendez-vous, on va donner la parole à notre député, sur ce type de rendez-vous avec les professionnels, il y a un vrai contact de la puissance publique, des députés, avec les professionnels pour savoir comment on peut faire évoluer les choses? Ah non, nous, notre fonction est parfaitement encadrée
Et donc, tout ce qui est séminaire, tout ce qui est atelier, tout ce qui est symposium sur les questions qui sont en dehors de la fonction de député, nous, on n'est pas intéressés à cela. C'est entre l'État qui délivre les documents et ses partenaires privés, là. Et s'il y a lieu de... D'ailleurs, là, on nous a envoyé un texte qui va être un vrai débat au Parlement cette fois-ci par rapport au contexte. Oui. C'est ce qu'on appelle le nouveau code de l'urbanisme. Okay. Qu'on vient de nous envoyer, qu'on va commencer à examiner à partir du 12 mars prochain. On pourra avoir quelques lignes non, non, ils veulent refonder tout. Il y a des textes qui vont disparaître, d'autres qui vont arriver, mais avec le contexte actuel, là, ça va être un débat de fond, parce que même l'ordre des avocats, tout le monde est intéressé par cette affaire. Parce que ce qui se passe là, c'est une remise en cause totale de toute la procédure d'acquisition du dernier document qu'on appelle l'ACD. Très bien. Donc ce débat-là nous intéresse au plus haut point. Revenons-en à notre spécialiste de l'immobilier. Maintenant que vous n'êtes pas intéressé par les symposiums et autres salons, mais vous allez faire un salon. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on va se dire dans ce salon qui pourrait vraiment faire en sorte que les Ivoiriens vont se dire « Ah, il faut qu'on y aille, parce que, écoutez, c'est très important. » D'accord. Pour précision, donc, le salon aura lieu ce week-end. Ce week-end. Précisément le dimanche 2, le samedi 2 et le dimanche 3 mars prochain. Et ça va se passer au Parc des Expositions. Ça tombe bien avec l'actualité. Voilà. Et ça va commencer de 8h à 19h tous les jours, entrée gratuite. Donc nous profitons donc de ce passage pour inviter tous les gens, toute la population d'Abidjan. Ce sera une occasion pour vous de nous rencontrer, de rencontrer tous ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier. Et de poser les questions nécessaires à nous rassurer avant l'achat. De poser des questions en B2B, c'est-à-dire une rencontre directe avec la population où chacun peut vraiment poser ses préoccupations et que nous pouvons apporter nos réponses à ces préoccupations. Ça, c'est une chose, mais la deuxième chose aussi, pour répondre à tous les besoins en immobilier. Si vous souhaitez louer, si vous souhaitez vendre, si vous souhaitez acheter, vraiment, vous êtes invité au salon et précisément au stand de Isis Immobilier, qui se trouve à côté de la salle de conférence. Ce qui est sûr, vous n'allez pas manquer le stand de Isis Immobilier une fois là-bas. Une question pour vous. Une petite question sur le salon. Tout à l'heure, justement, on parlait de décentralisation, etc. Est-ce que ce salon concerne... Oula, j'ai écrit Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas que Abidjan, c'est aussi, il y a aussi d'autres villes, dans d'autres zones, d'autres quartiers qui profiteront d'une promotion auprès des investisseurs, des particuliers qui se rendront dans votre forum? Oui, comme son nom l'indique, c'est Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Donc ça concerne, il y aura tous les acteurs qui vont sûrement atteindre toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Nous, à Isis Immobilier particulièrement, c'est vrai que nous œuvrons plus ici à Abidjan, mais nous avons aussi des biens en location et à la vente, aussi bien à Bassam, à Assini, à San Pedro, à Bouaké, à Yamoussoukro. D'accord, donc vous suivez déjà ce que disait tout à l'heure l'honorable concernant la décentralisation. Mais justement, puisqu'on parle d'Isis Immobilier, permettez, c'est juste un court moment. Ce qu'on a vu, c'est l'actualité. L'année dernière, cette compagnie, à travers sa directrice générale, a raflé énormément de prix, dont vous avez été plébiscité, etc. Vous dites quoi? C'est parce que vous arrivez à sécuriser votre clientèle? En fait, c'est quoi le secret d'autant de prix finalement? Je vous remercie d'avoir souligné ce point-là. Et notre directrice dont vous parlez, c'est Mme Guéré Patricia, dont je salue en passant. Et vous avez brièvement, nous travaillons vraiment dans la rigueur, le professionnalisme, l'honnêteté et l'intégrité. Donc je pense que ce sont vraiment nos clés, nos facteurs clés de succès. Très bien, donc nous, la question est simple. On invite pendant cette courte pause nos concitoyens à se renseigner sur ce type d'activité, là où en ce moment on parle de déguerpissement et d'achat sécurisé, etc. C'est ce week-end, on l'a dit, donc du 2 au 3 mars du côté donc, du Parc des Expositions. Honorable, vous restez encore avec nous parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets à évoquer pour ne pas perdre le fil de notre sujet, puisque tous les sujets sont connexes, on l'a dit à l'instant. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur ce plateau pour encore et toujours continuer de parler de cette affaire de déguerpissement. Ce sont des actions posées par la puissance publique et ces actions-là font parler. Pour le positif, évidemment, ça intéresse donc toute la communauté nationale. Pour le négatif, on se pose la question avec un député de la nation ici. Est-ce que tout cela est inscrit dans le droit? Est-ce que nous avons des moyens de faire évoluer notre façon d'agir, notamment vis-à-vis des populations les plus défavorisées? Puisque juste avant que nous allions à la pause, son propos était justement, rappelez-vous Christelle, quand on n'a pas touché un certain nombre de bâtiments, quand on touche
à celui d'autres. Est-ce que le deux poids, deux mesures n'est-il pas au cœur du sujet que nous débattons ce soir? Alors, honorable, encore une fois, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. La problématique que pose André, deux poids, deux mesures, il fallait donc tout raser. Selon vous, est-ce que pour rattraper le tir, enfin, je préfère aller là-dessus, on pourrait, je dis bien on pourrait assister à ce que le district, dans son action, corrige cette action, de pouvoir dire, on sait peut-être, on a touché A, on n'a pas laissé, on a laissé B. Là, on rase tout parce que tout est sur l'emprise. Oui, mais justement, dans une action qu'on voudrait, action de salubrité publique, action de libération des emprises de l'autoroute, l'emprise de l'autoroute, elle part de plateau, depuis le pont de Gaulle jusqu'à Yamoussoukro. C'est ce que le décret dit. C'est ça. Et donc, quand on parle d'emprise, c'est tout ce qui est construit sur l'emprise. On ne peut pas venir faire une sorte de sélection de ce qui a cassé sous l'emprise et laisser d'autres. Voilà. C'est des principes sur lesquels moi je suis très pointilleux, quoi. Dans une république, il faut qu'on fasse les choses dans la norme. Si, mais ça, sur ce reproche-là, est-ce qu'on peut en vouloir à l'administration de vouloir commencer sur l'emblématique GESCO qui représente une sorte d'entrée et puis après de poursuivre son action sur les autres points? C'est ce que j'ai dit. Quand j'étais avec le gouverneur, après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire sur la zone libérée à GESCO? C'est ça. Il m'a expliqué que GESCO est l'entrée nord d'Abidjan, d'accord, et que le paysage qui est montré n'est pas intéressant. C'est d'ailleurs moi-même qui ai dit au gouverneur que moi, je pensais que vous alliez casser une zone sur laquelle on a fait une enquête à la SODECI. Quand vous sortez de GESCO à votre droite, il y a un bas-fond qui est là. Les gens sont construits dans la zone là. Cette zone-là, depuis 1980, est une zone où on ne doit rien construire. Parce que c'est là-bas que se trouve la nappe phréatique qui alimente tout le Yopougon Nord, de la Sipurek jusqu'à Nanéré. Et cette zone-là, là-bas se trouvent les installations de la SODECI. C'est ça. Il faut aller construire des fosses septiques. Des fosses septiques dans cette zone-là. Le jour où il y a une pluie la nuit et qu'une canalisation se rompt et que les fosses septiques, là où le coulement descend dans l'eau, c'est tout le Yopougon Nord qui sera empoisonné. Cette zone-là, il y a eu une enquête officielle dessus. Elle devrait être déguerpie depuis 2018. Ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Et donc, ils ont dit qu'ils vont aménager du troisième pont jusqu'à la zone industrielle, toutes les zones naturelles, une zone de lumière, une zone de promenade, une zone de footing, ce qu'ils veulent faire dans cette zone. On est vraiment dans la beauté, en fait. Voilà, dans la beauté améliorée. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Personne ne peut aller contre ça. Très bien. Mais ça n'exonère pas l'État d'agir dans l'encadrement de la loi. Permettons à Sarah de vous poser une question. J'ai une question pour vous. Il n'y arrive pas. Merci. Je reviens encore sur ce plan Orsec. Depuis 2018, et vous l'avez vous-même dit, on a identifié déjà tous ces sites depuis plusieurs années, bien avant que le gouverneur du district actuel prenne ses fonctions. Entre 2018 et 2024, il y a environ 6 ans d'écoulés. Ne pensez-vous pas qu'il y a une forme de laxisme? 6 ans, c'est énorme. Pourquoi est-ce que le gouvernement a pris autant de temps? Quelles seraient les raisons pour lesquelles on a pris autant de temps avant d'intervenir? Parce que pendant 6 ans, plus de personnes peuvent venir s'installer, mettre leurs petites entreprises, etc. et rendre ces opérations encore plus difficiles. Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique qu'on ait pris autant de temps? La réponse de notre invité? Non, je pense que c'est très simple. Parce que j'ai entendu des gens dire non, certains ont été dédommagés et puis ils sont restés là, ils ont soulevé tout à fait. Mais un État ne peut pas dédommager quelqu'un pour une maison. Donc, le transfert de propriété est fait, puisque l'État dédommage. L'État ne peut pas laisser le site colonisé pendant 6 ans, alors qu'il a dédommagé. L'État ne peut pas ou ne devrait pas, parce que l'État ne peut pas laisser quelqu'un qui l'a dédommagé occuper encore le site. Mais à la matière, on a enquêté, il y a des gens qui ont été dédommagés qui y sont. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça pose un problème de responsabilité. Très bien. C'est de l'argent public qu'on sort pour dédommager quelqu'un qu'on doit déguerpir. Une fois que la personne a pris l'argent et qu'on a la preuve qu'elle a pris l'argent, dans les instants qui suivent là, l'État doit pouvoir agir et libérer le site. Donc, il y a une sorte de laxisme de la part de l'État lui-même. Mais quand on nous parle des zones, le plan Orsec, effectivement, mais c'est toute la ville, toute la Côte d'Ivoire. Même Dia Salé, en 2018, il y a eu plusieurs mois là-bas pendant les pluies. Donc le plan Orsec nous concerne aussi. Mais les zones qui sont inconstructibles sont clairement identifiées. Dans chaque ville se trouve un directeur départemental de la construction et de l'urbanisme. C'est ça. À Yopougon, ils sont là-bas. C'est eux qui répertorient toutes les zones inconstructibles sur un plan de lotissement. Et donc, si l'État veut aller déguerpir les zones à risque, là,
Il y a des zones qui sont liées aux inondations. Quand il pleut, il y a des morts là-bas. Ça fait près de 20 ans que chaque fois qu'il pleut à Abidjan, les gens meurent. Et l'État n'est jamais allé déguerpir. Maintenant, ils veulent le faire, il faut les encourager. Maintenant, ils veulent le faire, il faut les encourager. Mais ne prenons pas prétexte de ce que les gens sont en danger de mort pour piétiner les droits des autres. Mais pourtant, c'est ce qui est dit. Voilà. C'est vraiment ce qui est dit. C'est l'argument qui est donné. Il faut préserver des vies et puis des guerpillères. Mais justement, si on dit qu'on veut préserver des vies, ça veut dire qu'on a une sorte d'avantage comparatif de ce que quand il pleut, cette zone-là est dangereuse. Évidemment, oui. Parce que moi, c'est le cas GESCO qui m'intéresse en fait. Quand vous prenez le cas GESCO, où les gens ont été déguerpis, l'école, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Mais à côté de l'école, il y a des dizaines de maisons qui ont été détruites dans un quartier habité. C'est dans le même quartier que se trouve la gendarmerie de GESCO. Pourquoi ne pas déguerpir la gendarmerie? Parce que la gendarmerie est censée être sous l'emprise telle que dit par... la gendarmerie. Mais la gendarmerie est dans les 100 mètres. Dans les 100 mètres, très bien. Donc on en voit. Herman Elle est dans les 100 mètres. Herman a une question pour vous. Voilà. M. Assalé Timoko, on voit effectivement, vous venez de le reconnaître, c'est le cas GESCO qui vous intéresse parce que là-bas, à l'évidence, il y a que l'État n'a pas forcément, le district n'a pas bien fonctionné. Mais il y a quand même à côté le cas Agban-Ratier où tout un village aussi a été détruit parce qu'effectivement, là-bas, il y a véritablement un problème avec les populations qui y sont actuellement sont logés dans l'enceinte de l'école primaire avec leurs enfants, avec eux sans commodité. Est-ce que ce cas-là, vous avez poursuivi vos investigations sur ce cas-là et quelles conclusions vous tirez? Non, moi je n'ai pas travaillé sur ce cas. Vous savez, l'État a le privilège de la puissance publique. Tant que l'État agit dans le cadre de la loi, les questions de relogement, les questions de recasement des populations, ça participe des procédures humanitaires. D'accord? Parce qu'un individu qui est installé sur une zone où il ne doit pas s'installer, où c'est écrit que c'est inconstructible, on peut le déguerpir à tout moment, sans dédommagement, sans qu'on le reloge. L'État peut le faire. Ça, il est bon de le préciser. Ça, on comprend bien. Quelqu'un qui a construit dans une zone où on ne doit pas construire, à tout moment, on peut le déguerpir. Moi, je l'ai déjà fait en tant que maire dans ma commune. Des gens ont construit sur une réserve administrative. Par principe, les réserves ne peuvent pas être une propriété privée. C'est ça. Mais j'ai déguerpi les gens sans aucun dédommagement. Sans savoir où ils iraient et tout? Non, pas du tout. Parce que si tu veux les dédommager, tu prends l'argent public. C'est cela. Mais les règles de fonctionnement de l'État sont que l'argent public ne peut être utilisé que pour l'intérêt public. C'est ça. Donc si je déguerpis des gens qui n'ont pas de droits que je veux les dédommager, ou je prends l'explication devant la tutelle. Vous voyez que c'est encadré. Et donc, l'État doit dégager. Mais on a un monde où aujourd'hui on a l'Internet, on a tout. Tout ce qu'on pose au 4 est planétaire. Donc l'État doit trouver des zones pour loger les gens avant de casser. Voilà. Daouda. Ok. Monsieur Assalé Timoko, je vois que vous avez pris à bras le corps l'affaire de GESCO. Depuis 3 jours, je m'échine à le dire, le mal est déjà fait. Oui. Et je vois que vous avez beaucoup critiqué. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'homme politique? Moi, je n'ai pas de proposition à faire à l'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les droits qui ont été brimés. Sur ce dossier-là, en tout cas. Sur ce droit-là, en tout cas. Oui. Sur ce droit-là. J'ai échangé avec mon collègue de Yopougon, qui est Diaoufoué, qui m'a dit qu'il était en train de voir avec des avocats pour encadrer les gens dont les droits ont été brimés, afin qu'ils puissent exercer un recours devant le Conseil d'État. Cette initiative-là, si elle est lancée, moi, je m'engagerai dedans. Mais pendant qu'on cherche à s'engager, à rester en justice, on rappelle qu'il y a des personnes qui sont... Mais ça relève de l'État. Ce n'est pas moi, en tant que député, qui trouve la solution à ce problème-là. Parce que moi, il n'y a pas de solution de relogement de ces personnes. Vous n'avez pas les moyens de trouver. Vous n'avez pas les moyens d'agir. Il n'y a pas les moyens pour ça. Marius, comment est commentaire ou question? Non, j'avoue que venant d'un député de surcroît, maire d'une commune du pays, c'est salutaire. Cela veut dire que notre pays est en train d'emprunter le chemin de la construction d'un état de droit. Ça viendra. C'est lourd, c'est difficile, mais nous sommes sur la bonne voie. Et c'est ce qui justifie le combat de la plupart des leaders de la société civile. Le piétinement des droits des uns. C'est vraiment difficile à expliquer que l'État lui-même, par exemple, puisse se permettre, un beau matin, aux grandes dames d'une bonne couche de la population, de les mettre dans la rue. C'est inconcevable. Au XXIe siècle, c'est inconcevable. Mais le mal, comme l'a dit Daouda,
est déjà fait. Aujourd'hui, il faut aller vers une solution. Vous avez une question ou une contribution? Non, je termine. La solution est qu'aujourd'hui, il faut tout de suite et maintenant agir. Et l'État a les moyens de reloger tout de suite et maintenant ces gens. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Mais il faut reloger ces gens tout de suite et maintenant. Les tirer de la rue, regardez la forte pluie d'hier. Oui. Il faut tout de suite les caser quelque part, les mettre à l'abri, en attendant que l'État trouve de gros moyens pour véritablement mieux les loger. Très bien. Est-ce que Assalé, justement, Tchénoko, on va justement vous poser la question, parce qu'on a posé la question même au vice-gouverneur sur la mise à rude épreuve de notre système de solidarité. Est-ce que là aussi, le député n'observe pas que c'est vrai, dans la société, il peut y avoir des coups durs, etc. Tout à l'heure, vous parliez de prendre de l'argent public. Mais est-ce que là, ce n'est pas un cas patent de la faiblesse de notre système de solidarité? Parce qu'ailleurs, on aurait vu, que ce soit des associations ou des... Est-ce que là aussi, le législateur ne doit pas avoir son mot à dire, légiférer pour quand même que la solidarité puisse aider les plus faibles? Mais justement, c'est des questions que moi, je note et que je vais poser quand je me retrouverai devant Madame la ministre de la Solidarité, devant le Parlement. Parce que là, nous sommes en face d'une situation d'urgence, d'urgence humanitaire. Exactement. Quels sont les mécanismes que l'État met en place pour traiter ces questions d'urgence humanitaire? Il y en a qui dorment encore sur le site qui a été déguerpi. Ils dorment là. Est-ce que, d'un point de vue de la grandeur de notre pays, cette image-là nous honore? Donc, il appartient à l'État de trouver les solutions pour que les gens soient relocalisés. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre toutes les dispositions en amont avant de casser. Exactement. C'est pour ça. Et donc, s'il n'y a pas de disposition en amont, là, on dit qu'on s'en va construire une école primaire dans la cour d'une église catholique, en préfabriqué. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pris le soin de s'assurer qu'il y avait une vraie école là-bas avant de casser, que maintenant ils se retrouvent à aller agir dans l'urgence. Donc, il faut que tout ça soit encadré par la loi et que les gens agissent dans le cadre de la loi. Quoi. Mais, moi, avec ce que vous venez de dire là, est-ce que de la part de vos collègues, députés maires, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à ce niveau-là? Lesquels députés maires? Je parle de tous ces retraites à Abidjan ici? À Abidjan ici, en fait. Je parle de ceux qui sont à Abidjan ici. Parce qu'aujourd'hui, vous dites tout tantôt qu'il y a des gens qui vivent encore sur le site. Hier, il a plu. Au niveau de Boribana, il y en a qui sont encore sous les ponts. Et pourtant, certains députés maires auraient pu simplement donner ou certains maires auraient pu donner des lieux pour que ces personnes-là puissent s'abriter, leur donner à manger. Mais pendant ce temps, certains hommes politiques, à la différence de vous, ils préfèrent venir là, on fait des vidéos avec ces personnes, qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ces gens dorment sous les ponts. Bon, ça, je vous laisse de la responsabilité. Non, je vous pose la question, monsieur Assalé. Est-ce que... De ce commentaire. Non, c'est un commentaire, je l'assume, mais je le dis clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, certains hommes politiques, vos frères d'armes politiques, ne sont-ils pas en train de faire de l'hypocrisie? Non, moi, je n'ai pas de conseils à donner à mes collègues. Ils sont maires dans la commune d'Abidjan. Le gouverneur du district n'a pas d'autorité sur aucun maire d'Abidjan. C'est que les gens d'autres ça aussi. Il y en a qui pensent que le gouverneur du district est le patron de tous les maires. Hier, j'ai appris qu'il a convoqué les maires, il leur a parlé. Il ne peut pas convoquer les maires pour leur parler. Ils ne sont pas ses subalternes. Il n'y a aucun rapport. Il ne peut que les inviter. Mais c'est parce que dans la mise en œuvre de cette casse-là, il n'y a pas eu de concertation. Oui, mais en même temps... Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas aller casser un quartier sans le service technique d'une mairie? Oui, mais honorable, en même temps, c'est fait. Voilà. La chose est faite. Mais la question de Daouda... On dit les maires ont beau jeu de dire, nous on regarde, parce qu'on n'a pas été associés, donc on regarde. Avant la question de Christelle, une petite question, une remarque. Le vice-gouverneur a bien précisé qu'il y a eu une commission, il y a eu un comité technique dans lequel... Non, un comité qui a identifié. Non. Que le comité ait identifié, on imagine que les travaux sont poursuivis pour savoir justement comment on règle la question de leur départ. Cher André, le plan ORSEC là, qui a mis en place ce comité-là, moi je suis dans le comité. Très bien, parlez-nous de votre expérience justement. Je suis dans le comité à Thiès-Salé. Les zones qui doivent être assainies sont identifiées. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de le faire partir... C'est un programme de l'État. Très bien. Est-ce que vous pensez que l'État va envoyer des machines pour dégager mes populations sans que je sois associé à ça? En fait, ce n'est pas possible. La vraie question... Si vous le faites, le maire se désengage. Assalé Tchénoko. Parce que la loi ne l'oblige pas à aller vous assister. Très bien. On a bien compris ce que vous dites. Vous comprenez ça. Tout ça, on a bien compris. Notre idée ici, et je rebondis sur la question de Daouda, qui est une vraie question, parce que hier, il a plu. Et ces personnes-là sont dehors. Encore dehors. Et encore dehors. Alors,
Et même sur le site détruit, il y a encore des personnes qui voilà. Il s'agit de créer une solidarité. Vous êtes maire, c'est vrai que vous avez été surpris, certes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans l'urgence. Parce que le temps de réfléchir, de faire des réunions, les gens sont dehors, on a un risque d'épidémie, le site n'est pas encore circoncis. Enfin, il y a une réaction à faire. En fait, même, je voulais ajouter quelque chose à ce que vous dites là. Parce que, en fait, la problématique que ça pose... Il s'agit d'ajouter. Oui, c'est que certains hommes politiques, pour ce qu'on arrive à constater, font de la récupération politique, clairement. Mais Daouda, mais permettez que je le dise. C'est de bonne guerre. Vous l'avez dit. Si vous créez l'opportunité sur le terrain, ne venez pas vous plaindre que les gens en profitent. Comprenez? Donc vous faites, en fait, vous prenez du plaisir à voir certaines personnes souffrir pour vos intérêts politiques. Non, je ne parle pas de vous, personnellement. Je dis que si vous créez le contexte en politique, là, les gens vont en profiter. Vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Ils ne sont pas en affaires. Ce n'est pas eux qui sont aux affaires. Donc si vous créez le contexte du désordre, ils vont venir en profiter. Donc on fait de la politique politicienne. Mais c'est de bonne guerre. Très bien, Daouda, on a fini avec Sarah. C'est de bonne guerre. Moi, j'apprécie, comme beaucoup, tout le travail d'investigation que vous avez fait. Vous êtes un homme de cœur. Ce genre de problème vous touche, vous tient pas cœur. Et vous dénoncez, et vous venez sur ce plateau, et on vous invite, et on aime entendre tous les points de vue. Et on est très heureux de ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous appeliez aussi peut-être à... Vous disiez que c'est peut-être pas votre rôle, mais proposer au moins des solutions. Un appel à reloger ces gens, c'est quelque chose dont moi j'attends peut-être de vous. Peut-être que je vous en demande trop. Le chef de l'État l'a fait. Mais dans l'urgence, parce que ces gens sont encore dans la rue. L'urgence, c'est le gouvernement. Le chef de l'État a appelé le district d'Abidjan à agir et à entourer son action de principes d'humanisme. Ça veut tout dire, en fait. Oui, et mais donc, c'est un mot. La preuve, le district est réparti sur le terrain pour aller créer une école. Hier, ils ont envoyé 200 bancs. Au début, il y avait de l'activité. Il y a une activité de remise de bancs. De remise de bancs. 200 bancs et tout ça. Ce qui veut dire quoi? Que l'école qui était là, on a détruit l'école sur les bancs. L'école détruite là, elle était entièrement équipée en bancs. C'est ça. Donc, on a détruit tous les bancs. Et on va prendre maintenant l'argent public pour aller acheter encore des bancs. Bon, quand on offre des bancs, ça veut dire que des solutions vont être données pour reloger ces personnes-là à proximité de ces bancs-là. Mais il n'y a pas de programme de relogement de ces personnes. C'est les enfants seulement qui sont pris en compte. Là, vous voulez peut-être poser une question, mais moi, je voulais aussi qu'on parle aussi de la responsabilité de tous sur ce genre de cas. On reste dans l'hypothèse que les mises en demeure aient été reçues par l'établissement ou en tout cas par son voisin. La question fondamentale qu'on peut aussi quand même se poser, vous allez voir là où je veux en venir, c'est de savoir à quel moment le dépositaire de ses élèves dans son établissement, au regard de la menace, quelles ont été les actions qu'il aurait pu entreprendre, quelles sont les actions qu'il a entreprises pour aussi protéger le bien qu'il avait et aussi la mission par rapport à ses élèves. Parce que très souvent, beaucoup se plaignent de non, ils savent qu'on va venir les casser, mais ils ne font rien. Est-ce qu'il n'y a pas cette responsabilité-là aussi de la part de ces opérateurs économiques qui parfois jouent avec le laxisme de l'administration? Il est clair que là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine race d'honnêtes gens est capable de tout. Et dans un environnement de trouble, tout peut être dit et son contraire. Le cas de l'école, parce que l'école, ça implique plusieurs entités. C'est ça. Ça implique le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale. On va y arriver. Moi, j'ai été au ministère de l'éducation nationale. Oui. J'ai été reçu par le directeur du cabinet de Madame la ministre. J'ai posé une seule question. Vous avez affecté des enfants de 6e et de seconde dans cette école-là pour la rentrée scolaire 2023-2024. On nous dit que depuis 2018 et 2021, cette école-là devrait être détruite. Donc, vous n'êtes pas censé envoyer des enfants là-bas. Comment se fait-il que vous avez pu envoyer des enfants dans une école qui est réputée détruite? Qu'a-t-il dit? Ils ont dit que jusqu'à inscription en faux, ou bien jusqu'à, sauf erreur de leur part, ils n'ont jamais reçu un document du district les informant de ce qu'ils vont casser l'école. Donc, jamais. Un problème de méthodologie à la fois du district et des services de l'État. Parce que quand vous mettez les enfants dehors, c'est le ministère de l'Éducation qui doit aller les réinstaller. Bien sûr. Mais moi, j'étais avec les gens de la DREN là, je suis avec eux. Ils n'ont aucune place à Yopougon où envoyer les enfants à l'école. Sans que cela ne fasse de la surpopulation. Voilà, ils n'en ont pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas prévu ça.
Est-ce que justement vous comprenez l'action de la FECI? Comment est-ce que vous la jugez, l'action de la FECI, qui a demandé justement à ce que les enfants soient mis dans des bonnes conditions? Le principe de la dénonciation, je suis d'accord. Mais la méthode, je ne suis pas d'accord. Quelle méthode? La méthode de déloger les enfants des classes. D'autres enfants, oui. Parce que déjà que notre niveau scolaire, notre système scolaire à l'effondrement, fait perdre encore des jours. Selon eux, pour se sentir solidaires de leurs amis. Oui, mais pour ça, là, il y a d'autres méthodes que moi, je peux accepter. Mais déloger nos enfants des écoles, je ne vois pas en quoi ça fait avancer la cause des élèves-là. Herman, vous aviez une question. Allez-y. Oui, moi, ma prochaine question est quel est l'accompagnement juridique qui puisse être apporté à ces personnes sinistrées qui sont peut-être en possession de leur ACD et qui sont aujourd'hui dans une certaine confusion entre ce que dit le gouvernorat du district et même ce que leur permet comment on appelle l'administration publique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ACD protège les Ivoiriens? Alors, les propriétaires c'est une question de fond. C'est une question de fond. Mais je voulais faire une précision. Comme tout le monde nous regarde, je voudrais que les gens comprennent. Je vais donner les distances que le chef de l'État a décidé ce qui concerne l'autoroute. Très bien. Pour que les gens sachent que, même actuellement, là, certains, là où ils sont installés, là, c'est devenu une utilité publique. Oui. Le décret dit tous les deux côtés de l'autoroute. Très bien. En zone urbaine, donc à Abidjan, ici, c'est 100 mètres de part et d'autre. On est d'accord. 100 mètres. Oui. Donc, depuis 2014, tous ceux qui ont leur maison construite dans le périmètre des 100 mètres de l'autoroute, là, c'est considéré comme une zone d'utilité publique. Et doivent être démolis. À tout moment, l'État peut récupérer ce périmètre-là. Mais il n'a pas membre, l'État récupère, mais doit respecter quand même le décret. Okay. Donc voilà ça, donc il y a 100 mètres. Après, en zone périurbaine, c'est 500 mètres. Et comme ça, de Gesco jusqu'à Tiasalé, c'est encore plus. Des deux côtés, c'est 500 mètres. Tiasalé, c'est pas loin d'Abidjan. Voilà, c'est 500 mètres. Tiasalé n'est pas sur l'autoroute, justement. On parle Ensuite, quand vous sortez de cette zone-là, on est à 1000 mètres. 1 kilomètre. 1000 mètres, 1 kilomètre. De part de l'autoroute, en zone non urbaine, c'est pour l'État. Or, justement, c'est pour ça que l'État a prévu les dispositions. L'État dit toute transaction, toute construction nouvelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a construit dans le périmètre après 2014, il n'aura jamais un titre de propriété valable sur le site. Après 2014. Même si c'est donné par une administration. Même si c'est réputé nul. C'est ça, ok. Non, il est bon, les questions sont là pour vous faire... Toute nouvelle construction. Ensuite, ils disent, même précaires, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits. Le décret est très clair. Ensuite, le décret dit, parce que l'État reconnaît les droits des gens, bien sûr, les terrains détenus en pleine propriété. C'est ça. C'est-à-dire que si le terrain est à toi, parlons vraiment clairement pour les Ivoiriens. Le terrain est à toi. Tu as un titre de propriété dessus, avant ACP, maintenant ACD. Très bien. Tu as ça dessus, donné à bail. Si le terrain est donné à bail, concédé, comme ça, voilà, feront l'objet de retour au domaine privé de l'État. C'est-à-dire que l'État a décidé que tous vos biens reviennent au domaine privé de l'État. D'accord? Ensuite, on dit, et les ayants droit seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur. Et le texte termine pour dire ceci. Les bénéficiaires d'actes administratifs réguliers. Réguliers. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait toute la procédure exactement, pour avoir son ACD, les détenteurs de droits coutumiers, nos parents qui sont morts là, qui avaient des droits sur ces terres là, avant de mourir là, les locataires ou les ayants droit dûment mandatés et recensés percevront conformément à la réglementation en vigueur une indemnisation au moment de toute exécution de projet sur cette emprise-là. Le texte est clair. Ça veut dire que même là, en l'occurrence, les maisons qui sont là dans ces emprises ont été construites avant le décret. Donc, 2014. De toutes les manières, ce n'est pas une prise de position, mais enfin, la compréhension qu'on peut avoir du décret, c'est que les indemnisations doivent avoir lieu. Et sont préalables. Sont préalables, puisque de toutes les façons, tout ça a été construit avant la prise de décret. Et le décret prend sa source dans l'article 15 de la Constitution. Il parle de droit de propriété. C'est ça. Il dit qu'on ne peut pas casser votre maison quand vous êtes en pleine propriété pour utilité publique si on ne vous a pas préalablement dédommagé. C'est une valeur constitutionnelle. C'est la dernière question. En l'état, donc, avec ce qui se passe, c'est contre cet article-là. Oui. Ce qui a été fait viole le décret. C'est pourquoi ce qui nous intéresse, c'est vraiment le next step. Moi, je veux comprendre quelque chose. Alors, si on s'en tient à l'éclairage que vous venez de faire concernant cet article-là, cette disposition-là,
du moment où vous révéliez que l'ACD de Chia-Hélène, du bâtiment démoli de Chia-Hélène est en cours, est-ce qu'on peut se dire qu'ils ont forcé cette procédure-là pendant en 2014? Le texte, c'est une question. Le texte dit tous les bénéficiaires d'actes au pluriel, administratifs réguliers. C'est-à-dire que dans la procédure, dans l'ACD, il y a plusieurs actes qui sont donnés. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a attestation villageoise, c'est le premier acte. C'est un acte régulier. Voilà. Et puis, il y a le dossier technique, qui est un acte régulier. Après, il y a les frais de manio que vous allez payer. Avant 2014, donc. Après, il y a l'approbation. Après, il y a l'approbation. Tout ça, là, c'est des actes administratifs réguliers. Donc, quand vous avez tout ça, là, on ne peut en aucun moment casser votre domaine sans le faire. Parce que quand ils disent que depuis 2018, il y a eu une mise en demeure. Mais cette mise en demeure, le gouverneur me l'a dit, ça vient du ministre de l'Équipement. Très bien. Mais le ministre de l'Équipement ne peut pas venir casser sans dédommager. Je voulais faire une dernière précision. Alors, je voudrais dire ceci. Un, je ne suis pas contre le fait que l'État prenne ses responsabilités pour déguerpir les zones qui sont à risque, où les gens risquent leur vie. Ne pas le faire, c'est une non-assistance à personne en danger. Personne en danger, on est d'accord. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas contre le fait que le gouvernorat d'Abidjan fasse son travail, qui est édicté par les lois. Troisième chose, je ne suis pas le meilleur député de Côte d'Ivoire. Je dis que les textes qui encadrent ma fonction là disent que quand l'État agit là, le député doit vérifier si l'État agit dans la réglementation. C'est le rôle du député. Vous faites votre travail. D'accord. Donc je fais que mon travail. Et nous sommes dans la même compréhension. Je voulais préciser. Et je voulais terminer là-dessus, c'est très bien. Nous sommes dans la même compréhension que vous de notre propre rôle, puisque nous, en tant que médias, nous ne sommes pas partie prenante. Nous voulons donner la parole à tous pour que chacun dise à la face de la nation non seulement sa compréhension, mais surtout nous dise la clarté des textes qui nous unissent, parce que c'est sur ça que nous fondons notre vivre ensemble. Voilà ce qu'on peut vous dire. En tout cas, merci à Saleh Tsemoko, député maire donc, de Tia-Salé, d'être venu éclairer l'ensemble de nos concitoyens et nous-mêmes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, permettre à tous de bien comprendre le sens de toute cette affaire. Merci Christelle. Merci beaucoup à Saleh d'être venu. Merci à tous. Et André, il faut rappeler, pour aider les populations, que le vice-gouverneur avait dit ceux qui ont les papiers, qui estiment que les papiers sont en règle, ils peuvent rester en justice. Évidemment, ils vont donc se retrouver. C'est très facile de dire ça, vous savez. Bon, au moins, je rappelle qu'il l'a dit. C'est très important. Merci beaucoup. On se retrouvera donc demain pour la dernière de la semaine. Daouda, merci. Marius, Herman, Sarah, merci honorable d'être venus. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à réagir sur le direct. Merci beaucoup. Et puis demain est un autre jour. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.